We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. Orson Welles. Il est difficile de passer à côté de l'œuvre de ce producteur, acteur, réalisateur, scénariste, metteur en scène, écrivain, dessinateur, de cet Américain aux disciplines aussi diverses et variées qu'il n'y a de variété de champignons, ou d'étoiles dans le ciel, ou de... Enfin bref, vous avez compris. En gros, pour vous situer, Orson Welles, c'est en quelque sorte le Shakespeare de notre cinéma. Cet homme a été, à travers ses réalisations, novateur en bien des points, et c'est ce dont nous allons traiter dans ce petit documentaire. Des mouvements de caméra employés à une chronologie démente, en passant par des contrastes forts et un usage important de la profondeur de champ, Welles a su donner les bases au cinéma hollywoodien que nous connaissons aujourd'hui, et ce, notamment à travers son premier film, Citizen Kane. Avant d'aborder les aspects plus techniques du génial Citizen Kane, penchons-nous sur le propos même du scénario. Citizen Kane, c'est quoi ? C'est la vie de Charles Foster Kane, un millionnaire torturé que rien ne prédestinait à une vie si tragique et magnifique à la fois. C'est une enquête qui a comme seul mot d'ordre « C'est des histoires d'amour et d'argent. C'est le rêve américain. » Welles décide donc dans son film d'aborder les thèmes du capitalisme, de la soif d'argent, de l'ascension sociale et de l'insatiable désir de pouvoir. Aborder de tels sujets comme Welles l'a fait dans Citizen Kane, en 1941 qui plus est, fut pour bon nombre osé, audacieux pour autant d'autres et outrageux pour William Randolph Hearst, qui sentit en Kane une sombre caricature de sa personne. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était du jamais vu. Aujourd'hui, plusieurs films et ouvrages reprennent cette thématique, ainsi que le personnage type de Monsieur Kane. Le Loup de Wall Street, adapté au cinéma par Scorsese, par exemple, avec DiCaprio dans le rôle de Jordan Belfort. Ou Steve Jobs de Danny Boyle. Look at their faces when they see what it is. They won't know what they're looking at or why they like it, but they'll know they want it. Not instantly. Venons-en au premier point, les mouvements de caméra. Novateur sous de nombreuses formes, Orson Welles se démarque avec une utilisation nouvelle de la caméra. Employant des mouvements de caméra audacieux et des techniques impressionnantes, Welles réalise un film quasiment essentiellement en plan séquence, qui nous entraîne et nous influence. Entre le travelling enveloppant et la profondeur de champ, Welles renouvelle le cinéma. Avec ses prouesses originales, Welles transcende notre vision de spectateur, comme lors du plan qui nous fait pénétrer chez Susan Alexander Kane, la seconde femme de Charles, par un travelling avant traversant la fenêtre du toit du bâtiment. Un regard intrusif qui renvoie directement à un point de vue subjectif que nous expliquerons plus tard. Il réutilisera ces techniques novatrices dans son film La soif du mal de 1958, où l'on retrouvera le long plan séquence magnifié par la profondeur de champ et la mobilité incomparable de la caméra. Ces mouvements de caméra nous mènent à un autre point essentiel de ce film, le point de vue. Le film nous fait suivre l'enquête selon plusieurs points de vue par le biais de l'enquêteur et des connaissances de Kane. Arriver à dire « je » au cinéma, c'est compliqué et revu. Welles décide donc d'accorder cela aux différents témoins, grâce à la projection de leurs pensées et souvenirs. La narration leur est alors léguée. Mais ce qui fait une des particularités de ce géant dans l'histoire du cinéma, c'est l'intégration de nous, spectateurs. Car s'il y a bien une question que tout le monde se pose dans Citizen Kane, c'est de savoir comment le mot « Rosebud » est arrivé aux oreilles de la presse. Nous, spectateurs, devenons enquêteurs dans la vie intime de Kane. Dès le départ, le ton est donné. Nous sommes les seuls présents dans la pièce à entendre le fameux mot avant que l'infirmière ne rentre. Nous continuons cette enquête en passant à travers différents barreaux, grilles, fenêtres, tableaux et portes pour devenir à la fin le seul détenteur du secret du film lorsque la luge est brûlée. Le spectateur est presque comme un personnage derrière la caméra, qui fait passer le film à la limite de la caméra subjective.
particulièrement lorsque certains personnages nous regardent directement. Revenons maintenant à la narration complètement psychédélique de Citizen Kane, renversant de nombreux codes du cinéma. Effectivement, le film se compose de flashbacks et d'une narration très particulière. Afin de ne pas perdre dès les premières minutes du film le spectateur, un résumé de la vie de Kane nous est fait par le biais d'un film créé par des journalistes, avec de fausses images d'archives passées sous filtre vieillot pour mieux nous immerger. 5 flashbacks pour autant de narrateurs. Si la plupart des séquences contenues se complètent, d'autres se répètent et donnent plusieurs points de vue sur le même événement. Un de ces flashbacks nous donne par exemple à voir l'enfance de Kane et son évolution vers l'âge adulte. Tout cela avec de magnifiques transitions grâce à des mots, journaux ou objets, afin d'avancer rapidement dans le temps, mais avec douceur. Une place centrale laissée aux souvenirs, souvenirs qui sont les clés de la révélation de l'intrigue. Et comme le disait si bien Wells, le but du film réside d'ailleurs plus dans la présentation du problème que dans sa solution. Cette narration si propre à ce film fut une influence majeure dans le monde du cinéma. On peut notamment citer Angle d'attaque de Pete Travis, sorti en 2001, nous faisant revivre un attentat sous différents points de vue, grâce aux témoins afin de résoudre l'enquête. On peut également citer plus récemment Dunkerque de Christopher Nolan, nous faisant revivre les destins croisés de plusieurs soldats et civils durant cet épisode tragique de l'histoire. Autre innovation marquante d'Orson Welles, le deep focus. Mais qu'est-ce que c'est ? Le deep focus est une technique photographique et cinématographique qui utilise la profondeur de champ, un focus entre le premier plan et l'arrière-plan. C'est une technique permettant de faire apparaître nettement tous les plans de la scène. L'usage du deep focus est très récurrent dans l'œuvre d'Orson Welles. Du fait de l'utilisation de cette technique, la mise en scène devient primordiale pour le réalisateur car toutes les images sont visibles à l'écran. En effet, il faut réussir à capter l'attention du spectateur là où l'action est importante. On retrouve notamment cette technique lors de la conversation de M. Thatcher et M. Kane dans les bureaux de l'Inquirer. Les deux hommes au premier plan sont le sujet de notre attention. Néanmoins, l'arrière-plan où des personnes travaillent capte le regard car il est clairement visible. Ils prennent d'ailleurs de l'importance en se retournant pour écouter la conversation des deux hommes. L'importance de l'action est alors renforcée par le silence dans la pièce, le bruit des machines à écrire s'efface, la musique disparaît et ne reste que les voix de Thatcher et Kane. Lorsque le deep focus est bien réalisé, comme lors de cette scène, il donne l'impression d'observer tout un monde et permet d'explorer l'interaction entre le temps, l'espace et le mouvement. Chez Welles, le deep focus apparaît comme un langage qui est parfois révélateur. Par exemple, lors de la scène où Charles est enfant et joue devant le chalet de ses parents. La profondeur de champ nous montre le jeune garçon à l'extérieur, dans le fond, alors que ses parents, au premier plan, sont à l'intérieur en train de le léguer à Thatcher. Il est le centre de l'attention, mais est pourtant éloigné de l'action. Par ailleurs, cette image de Kane au travers de la fenêtre comme centre de l'attention revient plus tard dans le film, lorsque les travailleurs de l'Inquirer festoient en son honneur. Son reflet apparaît dans la fenêtre, au milieu de la discussion de M. Bernstein et M. Leland. Cette technique, appréciée d'Orson Welles, a inspiré de nombreux réalisateurs, comme Alfred Hitchcock dans Psychose, ou encore Sergio Leone dans Il était une fois dans l'Ouest. Citizen Kane, c'est également une esthétique et toute une réflexion autour des jeux de lumière et de contraste. Des noirs profonds et des blancs très blancs. Une scène évoquée précédemment illustre cela parfaitement. Un faisceau lumineux, presque divin, tranche la pièce tandis que les deux silhouettes presque noires discutent. Cette esthétique nous rappelle celle des bandes dessinées de l'époque, comme par exemple The Spirit de Will Eisner, que Welles appréciait tout particulièrement. Ces ombres profondes et prononcées influencèrent bon nombre de réalisateurs par la suite, et parmi eux se trouve Frank Miller, qui comme par hasard adapta le comics cher à Orson Welles, The Spirit, au cinéma. On y retrouve la même esthétique que dans Citizen Kane, des noirs profonds et des blancs toujours aussi blancs. Une image que partagent 300 et Sin City, deux précédentes réalisations de Miller. Come on, you son of a bitch.
Autre remarquable usage des lumières et des ombres dans Citizen Kane est celui que l'on en fait lors des transitions en fondu. Wells crée des liens entre les pans de lumière de chaque plan, ainsi qu'entre les silhouettes et les ombres. Il suffit de jeter un œil à la première scène du film pour comprendre la géniale maîtrise des contrastes et des fondus enchaînés de Wells et de son équipe. Nous aurions également pu parler de l'extraordinaire travail des maquillages et des costumes tout au long du film, mais aussi des innovations en sound design dont Citizen Kane fait preuve, et probablement d'une bonne quantité d'autres prouesses, mais nous nous arrêterons là par peur d'être trop exhaustifs. Orson Welles a su à travers Citizen Kane, entre autres, faire avancer le cinéma hollywoodien, et même international. Nombre de critiques et d'amateurs de cinéma s'accordent pour dire que Citizen Kane est aujourd'hui encore, 70 ans plus tard, le plus grand film de l'histoire de par les multiples prouesses que nous avons évoquées. Welles a marqué les esprits et les écrans de son génie, et ce, pour de longues années encore.